Non, mais écoute, bonjour à tous. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Bon, oui, c'est juste. Mais je dois. Oh, je peux pas terminer le stream, pas encore. Non, mais écoute. Ah, voilà. C'est bon, il y a du son. Ah bon, ça Bonjour va. à tous. Bonjour Il n'y à a pas de son. Bon, oui, c'est juste. Mais je peux pas terminer le stream, pas encore. Non, mais écoute. C'est bon, il y a du son. Ah bon, ça va. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Il n'y a pas de son. Bon, oui, c'est juste. Je peux pas terminer le stream, pas encore. Non, mais tu peux pas lancer? Écoute, je dois tout relancer. Je dois relancer Google. Je dois relancer Drive et tout et tout. Hein. Je m'excuse, mais c'est l'horreur, quoi. Je dois tout relancer. Je dois relancer Google. Je dois relancer Drive et tout et tout. Hein. T'es en direct, alors on t'entend. T'es en direct. Et ça n'arrive pas, ça ne vient pas. Drive est lent. Je dois relancer Drive et tout et tout. T'es en direct, alors on t'entend. T'es en direct. Ça n'arrive pas, ça vient pas. Drive est lent. C'est d'une lenteur épouvantable. Je suis vraiment désolé, mesdames et messieurs. Quand j'ai voulu démarrer, mon ordinateur a complètement planté. Tout était bloqué. J'ai dû couper, relancer le tout. Je suis vraiment désolé que ça dure autant de temps, mais je n'y peux absolument rien. Et pour l'instant, mon drive fait la grève. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et je dois chercher mon PowerPoint. J'y arrive pas. Je ne vais pas s'ouvrir. Bon, allez hop, on recommence. On recommence. Oh là là là, c'est épouvantable. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Il y a mon ordinateur qui est en train de planter. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est atroce ce qui se passe. Je suis gêné comme tout parce que j'avais tout préparé correctement. Et au moment où je vais démarrer, ben voilà, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors je suis désolé, je suis obligé d'attendre que voilà, une erreur s'est produite. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Ah, enfin, c'est bon. Alors, il va s'ouvrir. Bon, on va pouvoir y arriver, je le pense. Moi, je l'espère. Maintenant, je dois partager mon drive. Et ici, ça mouline à une... Je ne comprends pas pourquoi c'est aussi lent. Je n'ai jamais vécu ça aussi lent. Je vous présente mes sincères excuses.
Ah, ça commence à arriver. Ah là là là, les malheurs de la technique. Et comme je ne suis pas technicien du tout, je suis vraiment très 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 embêté. Voilà. J'essaye de charger mon PowerPoint et il dit chargement, chargement, chargement. Oui, je sais que c'est un écran noir. Désolé. J'espère que ça va pas toute la soirée comme ça parce que changer de slide, si ça prend 2 heures. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, ben j'espère, mesdames et messieurs, que ça va fonctionner. Je n'en sais rien. Pour l'instant, ça mouline de ce côté-ci. Donc, je ne sais même pas si je vais pouvoir changer de planche. Et à nouveau, toutes mes excuses. Ça continue à mouliner, là. Donc, on verra. Je suis vraiment obligé d'attendre parce que je ne sais pas pourquoi mon ordinateur est aussi lent aujourd'hui. Rien qui fonctionne. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Et bon, si je change de planche ici, ouais, bah oui, voilà. Bon, je voulais commencer par l'évolution du prix de l'or. Donc j'ai décidé. D'abord, merci de votre patience et encore mes excuses. On est donc bien à l'Alliance Éco numéro 46. Je suis vraiment nerveux là. Je me sens mal. Alliance Éco numéro 46, merci de votre fidélité. Et nous allons parler aujourd'hui des États-Unis essentiellement. Mais avant cela, j'ai décidé avec Claudie que chaque live, donc tous les 15 jours, j'allais vous présenter le prix de l'or par once. Donc il y a 2 semaines, vous voyez qu'il y a 2 semaines, mais le prix de l'or était à 3306,34 euros l'once. Aujourd'hui, à midi, il était à 3621,25 euros l'once, soit en 15 jours une augmentation de 314,91 euros, soit 9,52%. Donc c'est vous dire la vitesse à laquelle l'or est en train d'augmenter et je vous garantis que ce n'est pas fini. Si vous comparez ce genre de progression aux intérêts que vous donne le livret intérêt à 1,70% par an, ou les assurances vie qui, en moyenne, j'ai fait la recherche, la moyenne des assurances vie en France rapporte du 2,60% par an. Alors évidemment, il y a une disparité, il y a des assurances vie qui rapportent moins, des qui vont jusqu'à 4%, mais la moyenne c'est 2,6%. Donc si je fais 1,7% multiplié par 15 jours, donc 14 jours, divisé par 360, ça nous donne un rendement par 15 jours, par quinzaine, de 0,066%. Et pour les assurances vie, ça nous donne un rendement de 0,1%, donc un dixième de pourcent, à comparer au 9,52% de l'or. Et donc, je le fais pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui hésitent et qui se disent oui, mais est-ce que je ne laisserai pas bien quelque chose aux assurances vie, etc. Moi, je vous dis une chose, les assurances vie vous truandent, ce n'est pas possible. Et de toute façon, les assurances vie ont placé votre argent dans des produits qui sont des produits libellés en euros, et l'euro se casse la gueule. Donc, non seulement vous n'avez pas d'intérêt, mais en plus, vous avez des avoirs dans une monnaie qui perd de son pouvoir d'achat. Donc, je ne comprends pas les personnes, je vous dis ça honnêtement, je n'arrive pas à comprendre les personnes qui, par peur de leur banquier ou peur de leur assureur, je ne sais pas très bien quoi, peut-être que c'est ça, se disent, mais je vais quand même
perdre de l'argent pour ne pas entrer en potentiel conflit avec mon banquier ou mon assureur. C'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, c'était simplement ce petit clin d'œil, si je puis le permettre comme ça, parce que vraiment c'est important. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler du défi monétaire des Américains. Pourquoi? Eh bien, je vais rappeler quand même, je vais essayer d'être le plus terre à terre possible pour que mon discours soit archi compréhensible. Donc ça veut dire que je vais faire peut-être une certaine simplification, mais ce que j'ai l'intention de faire, c'est vous montrer les grands principes sous-jacents, les grandes orientations que prend Donald Trump et Scott Bessent, son ministre des Finances, pour essayer de sauver l'Amérique et d'obtenir et d'atteindre leur objectif. Donc au départ, on va commencer par quelque chose qui est tout à fait important de se remémorer, c'est les trois fonctions de l'argent. Donc votre argent, il sert d'abord à créer un étalon de valeur, c'est ce qu'on appelle un étalon de valeur, c'est-à-dire c'est ce qui vous permet de savoir le prix de quelque chose. Donc le prix est exprimé en euros, et cet euro est lui-même couplé à l'or, mais enfin, pas officiellement, mais aujourd'hui certainement. Et si l'or monte tellement, c'est pas parce que l'or monte, l'or c'est une base 100, c'est la monnaie qui descend, c'est le pouvoir d'achat de la monnaie qui descend. Donc quand on monte de 9,52%, ça veut dire que le pouvoir d'achat de l'euro baisse de 9,52%. Ça veut dire qu'en 10 mois, vous avez perdu la totalité de votre épargne, quoi. C'est incroyable. Donc il faut bien se rendre compte de ça. Donc l'euro permet de donner un prix aux choses. Bon. Et vous savez que les prix montent constamment. L'euro est aussi un moyen de paiement. On paye avec des euros. Donc ça ne nécessite pas beaucoup de discussion. Et puis, l'euro devrait être aussi une réserve de valeur. C'est-à-dire que quand vous épargnez en euros, d'accord, vous voulez évidemment que vos euros aient le même pouvoir d'achat dans 20 ans qu'aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, ben, c'est peut-être pas intelligent de mettre son épargne dans des euros. Et donc, les livrets A et les assurances vie qui sont nécessairement en euros, c'est donc le plus mauvais placement qu'on puisse imaginer aujourd'hui, parce qu'on perd de l'argent à cause de l'inflation. Donc, ça, c'est un premier rappel, les trois fonctions de l'argent. Alors, aujourd'hui, je vais me concentrer exclusivement, non pas sur les talons de valeur ou le moyen de paiement, mais sur l'euro ou le dollar ou n'importe quelle monnaie qui devrait servir de réserve de valeur. Bon, alors, quand on parle de réserve de valeur, la question est évidemment de savoir en quoi est-ce que j'investis mon épargne. Est-ce que je l'investis dans de l'or? Est-ce que je l'investis dans des crypto-monnaies? Ou est-ce que je l'investis dans des banques, c'est-à-dire que dans des produits bancaires qui vont travailler avec des euros, bien évidemment? Et la question que je dois me poser, c'est est-ce que si je place mon argent dans de l'or ou dans du bitcoin ou de les crypto-monnaies ou dans des billets de banque ou dans des produits bancaires, est-ce que ça va garder sa valeur à travers le temps? Ce sont donc des questions absolument fondamentales qu'il y a lieu de se poser, et de se poser quotidiennement, et de suivre quand même un petit peu la vie économique d'un pays pour savoir est-ce qu'on est dans un système d'inflation ou non. Bien, alors une fois que j'ai fait que je me suis posé cette question, je vais aller plus loin et on va voir un petit peu l'évolution de la monnaie. Avant le 22 juillet 1944, donc jusqu'au 22 juillet 1944, toutes les monnaies pouvaient être échangées librement contre de l'or ou de l'argent physique. Que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Belgique, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, monsieur et madame qui avaient un billet de banque pouvaient aller à la Banque nationale ou à sa banque et dire « échangez-moi ce billet contre de l'or sonnant et trébuchant ou de l'argent sonnant et trébuchant ». À partir du 22 juillet 1944, ça a changé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la conférence de Bretton Woods à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et où il a été décidé que toutes les monnaies devenaient échangeables contre le dollar, et seul le dollar restait convertible en or. Alors, j'avais fait...
Je vous avoue honnêtement que j'ai envie de raconter, ma chérie, je suis désolé, mais je me souviens de ta tête hier quand je t'ai dit ça. Et elle a dit, mais enfin, mais c'est pas possible que. Mais on pouvait changer son argent en or et en argent. Ben oui, évidemment. Et pourquoi est-ce que tout d'un coup le dollar était le seul qui était convertible en or? Et je vois encore sa tête à ma chère Claudie, qui était vraiment outrée. Outrée. J'ai trouvé ça formidable. Je m'excuse de te le dire comme ça, mais j'avais envie de faire ce clin d'œil à ma petite chérie. Et eh bien, pourquoi? Parce que tout simplement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des pays européens, mais la totalité des pays européens, hormis l'Allemagne évidemment, ont évacué leur or pour éviter que les Allemands ne partent avec, et tout cet or s'est retrouvé aux États-Unis. Et les Américains, à la fin de la guerre, ont tout simplement dit, je schématise, ont tout simplement dit à tout le monde, non, non, on ne vous rend pas votre or parce que c'est nous qui avons financé, depuis 1942, c'est nous qui finançons les efforts de guerre parce que vous étiez exempt financièrement, mais il faut savoir que ce n'était pas un don, c'était un prêt, et donc par conséquent, tant que vous n'êtes pas capable de nous rembourser, ben, on garde votre or, et donc par conséquent, eh bien, le dollar reste échangeable en or, mais vous, les autres monnaies, comme vous n'avez plus d'or, eh bien, c'est très simple, on peut échanger votre monnaie contre des dollars et des dollars contre l'or. Et ça a rendu le général de Gaulle fou furieux, et donc le général de Gaulle a donné comme ordre à la Banque de France, dès que vous avez $1 dans vos caisses, vous allez aux États-Unis et vous transformez ces dollars en or, et c'est ainsi que Gaulle a récupéré 3900 tonnes d'or, dont M. Sarkozy, ce connard, a réussi à en vendre 600 au plus mauvais moment. Bon, soi-disant, mais il a touché une grosse commission. Hein. On vient d'apprendre que M. Sarkozy aurait une fortune personnelle située entre 500 et 800 millions. Ça ne m'étonnerait pas qu'en ayant vendu 600 tonnes d'or, il ait touché une sacrée com. Enfin bon, voilà. Donc, ceci pour la petite histoire. Donc, toutes les monnaies échangeable en dollars, et le dollar, de ce fait, devient la monnaie de réserve du monde entier. Mais même cette convertibilité en or s'est arrêtée le 15 août 1971, quand M. Nixon, voici M. Nixon, lors de son discours télévisé, qui indique, ou qui signale, ou qui apprend au monde que, à partir du 15 août, eh bien, même le dollar ne peut plus être changé en or, et du coup, l'or perd son statut de monnaie pour devenir une marchandise au même titre qu'un kilo de tomates ou une chaise et une table. Et donc, nous entrons à ce moment-là dans l'ère de la monnaie-dette, et on voit où ça nous mène, c'est-à-dire une dette absolument colossale, puisque la dette mondiale officielle, serait de l'ordre de 350 à 400 000 milliards de dollars. Donc tout le monde est endetté, et vis-à-vis de qui? Ben, vis-à-vis évidemment essentiellement de la famille Rothschild et consorts, quoi. Rothschild, Rockefeller, comment ils s'appellent les Italiens, la Spinelli ou je ne sais plus comment. Enfin voilà, bref. Donc, ça a fait dire à Giscard d'Estaing, le président Giscard d'Estaing, cette phrase qui est que il a appelé ça le privilège exorbitant du dollar. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le dollar devient la principale monnaie de réserve mondiale et le principal moyen d'échange. Hein. Je rappelle les trois fonctions de l'argent. Un moyen de paiement, et deux, une réserve de valeur. Ben voilà, le dollar fait les deux. Et ça donne évidemment aux USA un avantage économique et politique étonnant, puisque en tant que monnaie de réserve mondiale, eh bien, ça crée évidemment une demande mondiale pour le dollar, puisque tous les pays doivent avoir des réserves de dollars pour financer leur commerce, voilà, hein, certainement leurs importations. Ça permet du coup aux USA de se financer à faible coût, parce que comme les pays ont besoin de dollars, eh bien, ils sont obligés de diminuer la valeur de leur monnaie pour pouvoir avoir du dollar, voilà, pour avoir du dollar. Donc les investisseurs ont confiance dans les obligations, etc., etc., mais c'est vraiment à faible coût. Pouvoir de seigneurage, c'est-à-dire que comme le dollar est la pièce maîtresse du commerce international, ben, c'est clair que c'est un peu comme les seigneurs, quoi. Ils imposent ce qu'ils veulent. Et du coup, une influence géopolitique très importante, puisque
en 1944, c'était pratiquement 90. Au début des années 2000, c'était encore 80% des transactions internationales, particulièrement dans l'énergie. 100% de l'énergie se négociait en dollars dans le monde. Le commerce était 80 ou 75%. Et évidemment, ça permet aussi aux États-Unis d'appliquer des sanctions économiques et financières, comme par exemple le gel des avoirs russes lors de l'invasion de l'Ukraine. Alors, il y a quand même un paradoxe dans tout ça, c'est que... attendez, j'espère que voilà. Il y a un paradoxe dans tout ça qui a été mis en lumière par un économiste belge qui s'appelle Robert Triffin, un bon wallon, hein, qui est un homme très intelligent, et qui a démontré mathématiquement, et ça s'est tout à fait révélé dans les faits, que les États-Unis étaient de ce fait obligés d'importer plus que ce qu'ils n'exportaient, tout simplement pour maintenir le statut de monnaie de réserve. Alors, explication. Si le commerce international se paye en dollars, chaque pays a donc besoin d'avoir une réserve en dollars. Donc ça veut dire quoi? Quand un pays exporte quelque chose, il est payé en dollars, donc il rentre des dollars. Quand ce pays importe quelque chose, il paye en dollars, donc sa réserve de dollars diminue. D'accord? Ça, c'est mathématique. Mais comme le monde est en croissance et que la croissance économique des pays, c'est le sang qui permet au pays une meilleure qualité de vie à sa population, et évidemment, avec la croissance, le nombre de dollars, vraiment simplement la masse monétaire doit augmenter. Donc ça veut dire que les pays ont besoin de plus en plus de dollars. Et d'où viennent ces dollars? Bien évidemment, des États-Unis. Donc, si les USA veulent que les autres pays continuent à utiliser le dollar et avoir des réserves de dollars, eh bien, mathématiquement, il s'ensuit que les Américains sont obligés d'importer plus que ce qu'ils n'exportent. D'accord? Et à la longue, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de plus en plus de dollars un peu partout dans le monde, et donc une inflation importante aux États-Unis, mais aussi une inflation induite dans le monde entier. Et à un certain moment, quand cette inflation est trop grande ou que la masse monétaire est devenue beaucoup trop importante, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout le système, tout le château de cartes doit s'effondrer. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous dire que nous sommes sur le point de rupture de ce château de cartes. Le château de cartes est en train de s'effondrer. Il est en train de s'effondrer. Alors, on ne le voit pas encore maintenant, mais je peux vous assurer que dans ce qu'on appelle les cercles informés, tout le monde est en train de paniquer parce qu'on sait très très bien que le château de cartes est en train de tomber. Alors, explication. Un pays ou un gouvernement qui doit financer des dépenses, qui a un budget, d'accord, il a une case revenus et puis il a une case dépenses. Bon, le budget, c'est sa case dépenses. Le budget, c'est quoi? C'est l'armée, c'est l'éducation, c'est la santé publique, c'est les routes, c'est les hôpitaux, c'est l'éducation, je crois que je l'ai déjà cité. Enfin bref, c'est un certain nombre de choses. Et évidemment, financer le personnel qui travaille, le personnel administratif de ces pays. Où sont les revenus de ce pays? Essentiellement dans des impôts, d'accord, des taxes. Bon, évidemment, ce qui se passe, c'est que si les impôts ne suffisent pas à financer le budget, l'État est obligé de recourir à la dette. Et donc, la dette, pour le gouvernement, c'est un revenu, bien évidemment. C'est un revenu parce que ça lui permet de dépenser, d'accord? Donc j'imagine que ça, c'est quand même facilement compréhensible. Si on regarde maintenant les États-Unis, eh bien, les États-Unis ont des dépenses approximativement un peu plus de 7 000 milliards, 7 trillions de dollars en 2025. Ils vont encaisser budgétairement 5 trillions, donc il leur en manque 2. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher 2 trillions de dettes. Et d'où vient cette dette? Eh bien, évidemment, de la Federal Reserve, qui s'appelle Federal Reserve Bank,
et qui, entre nous soit dit, n'est pas une banque, parce qu'ils ne font pas du tout des opérations bancaires. Ils sont là uniquement pour contrôler le crédit et la planche à billets. Ils ne sont pas du tout réserves, parce qu'ils n'ont aucune réserve. Les réserves des États-Unis ne sont pas dans la Fed, mais sont au niveau du ministère des Finances, au Treasury. Et ils ne sont pas fédérales, puisqu'ils n'appartiennent pas à l'État américain. Donc ce nom de Federal Reserve est un plagiat abominable, c'est vraiment du vol, quoi. C'est vous dire jusqu'où nous allons. Bon, enfin bref, ceci étant, la Fed a le privilège et le monopole de la planche à billets, et donc que fait la Fed? Eh bien, elle va acheter des bons du Trésor américains et faire fonctionner la planche à billets pour injecter du dollar dans le système qui vont donner au gouvernement, ce qui permet au gouvernement de financer son budget. À la longue, eh bien, ce système-là, qui dure depuis 1971, eh bien, n'a fait qu'augmenter, croître et embellir pour arriver aujourd'hui à un total de dette fédérale de 37 trillions, c'est-à-dire 37 000 milliards, mais la dette réelle des États américains, des 51 États américains ainsi que l'État fédéral, c'est pas 37 trillions, c'est 250 trillions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 250 trillions. À eux seuls, les Américains, c'est à peu près 70% de la dette mondiale. C'est vous dire l'énormité de la chose. Et donc, on est dans ce point de rupture parce que ça n'est tout simplement plus tenable. Voilà. Alors, quelles sont les conséquences, évidemment, de cette dette, etc. Eh bien, c'est évidemment une inflation que la Fed n'arrive même plus à juguler. Elle est en train de dire on a jugulé la dette, mais il tripote les chiffres parce que la Fed doit reconnaître aujourd'hui que l'inflation des États-Unis officielle est de 4%, c'est-à-dire qu'en réalité est de 9 à 10%. Ça va évidemment faire chuter la valeur du dollar, et vous vous en rendez bien compte que le dollar est en train de chuter, puisque je ne sais pas si vous suivez le prix des carburants, et j'imagine que tout le monde, vous avez une voiture, donc vous suivez les prix des carburants. Eh bien, même après le Covid, où l'État français a augmenté ses impôts de façon épouvantable, on avait de l'essence à 2,20 €, 2,30 € le litre. Eh bien, aujourd'hui, on est redescendu à des montants inférieurs à 2 € au prix officiel. Et dans les pompes bon marché, on est à 1,7 ou 1,8 €. Donc, ça veut dire qu'on a diminué le prix du carburant. Pourquoi? Tout simplement parce que le carburant est libellé en dollars et qu'automatiquement, avec la chute de la valeur du dollar, eh bien, le prix en euros chute aussi. C'est tout simplement cela. Et donc, la conséquence de cette énorme dette et de cet énorme problème, c'est évidemment une inflation, donc la chute de la valeur du dollar, et surtout, une érosion constante dans le dollar en tant que monnaie de réserve. Parce que vous comprenez bien que si la valeur du dollar descend, ben c'est exactement ce que je vous disais à propos des assurances vie. Si la valeur marchande, la valeur de pouvoir d'achat de l'euro ou du dollar baisse, ben c'est clair qu'on n'a plus confiance, donc on va chercher à placer son argent dans quelque chose qui garde sa valeur, et donc on n'a plus confiance dans la monnaie. Voilà. Je disais hier, lors de ma petite chronique avec Antoine, que le problème aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'or n'a pas encore atteint 6 000, 10 000 $ l'once? Tout simplement parce que l'État et les États se sont bien arrangés, surtout en matière comment dirais-je, de fake news totale. Ils ont acheté les médias, ou en tout cas les grandes fortunes ont acheté les médias, et ils se gardent bien de parler de ça parce que c'est tout à fait évident que si on savait la vérité, eh bien, il y a longtemps qu'on ne serait plus dans le dollar et qu'on ne serait plus dans l'euro. Ils ont absolument besoin de garder la confiance dans l'euro parce que sinon, tout le château de cartes s'écroule. Eh bien, c'est en train de basculer parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui se rendent bien compte que ça ne va pas, que ça ne tourne pas bien, que c'est impossible et que par conséquent, eh bien, on n'a plus confiance. Et je vous signale que en 1929, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ne voulaient plus avoir le Reichsmark
de 1932-1933, tout simplement parce qu'ils n'avaient plus confiance dans la monnaie. Donc on allait vers d'autres monnaies. Et donc, voilà, c'est tout. Et il faut comprendre ça. Qu'est-ce que c'est que ceci ici? Ça ne doit pas apparaître ici. Là. Alors, en continuant, quel est donc l'objectif de Donald Trump? Donald Trump, lorsqu'il a fait sa campagne, il a mis ça dans une seule phrase, « Make America Great Again ». Et « Make America Great Again », ça veut dire quoi? Eh bien, essentiellement, ça voulait dire diminuer les impôts et créer de l'emploi. Pour créer de l'emploi, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut permettre aux entreprises d'avoir plus d'argent disponible pour faire de l'investissement et du recrutement de personnel que de payer des impôts. Donc il faut diminuer les impôts. Le principe économique archi-prouvé dans le monde entier, il n'y a pas qu'aux États-Unis, mais il faut dire que c'est aux États-Unis que c'est le plus visible. Le principe archi-prouvé, c'est que l'économie privée, c'est-à-dire le monde des entreprises, est la seule qui permet de créer de la croissance durable. D'accord? Et c'est en 1944, M. Milton Keynes, cet économiste qu'on continue à encenser ici en Europe, avait dit non, si on veut relancer l'économie, il suffit d'augmenter les dépenses de l'État. Eh bien, on voit ce que ça donne en faisant des dépenses de l'État. Et comme ces dépenses ne sont pas des dépenses avec un effet de levier positif, je renvoie à mes multiples live à propos de l'effet de levier positif. Eh bien, si on n'a pas d'effet de levier positif, on crée un trou avec un trou et on doit créer un plus gros trou pour boucher le précédent. Bref, c'est la catastrophe et on voit ce que ça donne en France, on voit ce que ça donne aux États-Unis. Bien. Donc lui, il a très bien compris une chose, il a dit « je veux relancer l'économie ». Un, c'est diminuer les impôts des sociétés. Deux, leur permettre de recruter du personnel. Et pour avoir encore plus de jobs, eh bien, c'est de ramener les entreprises aux États-Unis, bien évidemment, parce que ramener les entreprises, c'est créer de l'emploi. Et les emplois, ça crée quoi? Ça crée des salaires. Et puisque ça crée des salaires, ça crée aussi plus d'impôts. D'accord? Donc, la relation entre les impôts et la dette est relativement facile à comprendre. Le gouvernement doit financer un budget, d'accord? Ici, 7 trillions, d'accord? Le gouvernement impose des impôts pour financer son budget. Et bien évidemment, comment est-ce qu'il peut indirectement faire grandir cette masse d'impôts? Eh bien, c'est tout simplement en créant de l'emploi, parce que créer des emplois, c'est plus de salaires. Quand on a des salaires, on paye des impôts. Et donc, si on a plus d'impôts, eh bien, ça permet à terme de réduire la dette. Donc, voilà le système. C'est le principe tout bête des vases communicants. Voilà. Mais il faut comprendre ça. Donc, j'espère que ça, c'est bien. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Eh bien, c'est que... vous voyez, voilà. Ce qui se passe, c'est que les impôts qu'il a déjà réduits, sans avoir il a réduit les impôts des entreprises, le taux d'imposition des entreprises, mais sans avoir les impôts qui rentrent véritablement. Donc ça veut dire que le sac d'impôts, il a diminué comme neige au soleil. Donc vous voyez ici ce petit sac d'impôts, j'espère que vous voyez ma flèche qui tourne autour des 4 T. On est passé de 5 trillions à 4 trillions, et du coup, comme il y a toujours 7 trillions de dépenses, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recourir à la dette. Et donc, sous Donald Trump, la dette augmente, et ça devient un problème absolument insurmontable. Enfin, insurmontable non, puisqu'ils ont des solutions, c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Donc, le problème pour Donald Trump, c'est quoi? C'est comment est-ce que j'ai réduit et les impôts en créant plus de boulot, et je réduis la dette, et je réduis les intérêts sur la dette. C'est pratiquement impossible. Si vous comprenez bien, si je vais à la planche précédente, vous voyez bien que plus la dette augmente, plus les intérêts vont augmenter. Regardez ce qui se passe en France. La France est un pays qui est devenu ingouvernable
parce qu'on a une bande de zozos à la tête, et surtout des gens qui continuent à croire à M. Milton Keynes et qui font que enfoncer la France dans des dettes de plus en plus invraisemblables en créant des choses qui ne rapportent rien, mais qui coûtent beaucoup d'argent. Et donc, par conséquent, effet de levier négatif, on crée une trappe à dette, puisque aujourd'hui, la croissance est nettement inférieure à l'augmentation de la dette, puisque l'augmentation de la dette, c'est pratiquement 1% à 2% d'augmentation de dette, et la croissance de l'État français, c'est un anémique 0,2 à 0,3% de croissance annuelle. Donc vous voyez bien, on est en train de se flinguer, combien on se tire des balles dans le pied, quoi. Ça, c'est tout à fait évident. Bon, mais jusqu'à présent, les communistes et les socialistes, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Je ne sais pas comment ils ont été formatés, ces gens-là, mais ils sont un petit peu à côté de leur pompe, quoi. Bon, voilà. Alors, quelles sont donc les solutions que M. Trump et son équipe veulent mettre en place ou ont déjà partiellement mis en place pour résoudre cette quadrature du cercle qui est de diminuer les impôts et en même temps réduire la dette et en même temps réduire les intérêts? Eh bien, il y a trois solutions concomitantes, trois solutions qu'ils mettent en place simultanément. La première solution, c'est la réévaluation de l'or version véhémente, version violente. La deuxième, c'est l'établissement d'une réserve de crypto-monnaies. Et la troisième, c'est le fameux Genius Act que je vais abondamment commenter maintenant. Excusez-moi, mais je meurs de soif, donc je me suis fait un petit café. Voilà. Alors, on va parler donc dans l'ordre de la réévaluation de l'or, des bitcoins, enfin des crypto-monnaies et du Genius Act. Comme je l'ai dit dans un live précédent, les États-Unis ont un stock d'or équivalent à 261,5 millions d'onces, ça fait à peu près 8000 et des tonnes. 8000 tonnes, donc 261,5 millions d'onces, qui aujourd'hui sont valorisées dans les livres du ministère des Finances américain à 42,22 $ précisément. Donc si on fait le calcul, 261,5 fois 42,22, ça fait un chouïa au-dessus de 11 milliards de dollars de valeur en or. Mais vous savez aussi bien que moi que l'or aujourd'hui se négocie sur le marché américain à plus de 4100 $ l'once. Donc on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'ils ne réévaluent pas l'or et ils disent, voilà, on va valoriser cet or au prix du marché, c'est-à-dire 4100 $ l'once, et si on multiplie 261,5 par 4100, eh bien ça donne un total de 1072 milliards de dollars que les États-Unis pourraient avoir. Mais comment est-ce qu'ils vont avoir ces 1072 milliards? Eh bien, c'est très simple. Ils ont donné en 1944, au moment où ils ont fait cette opération, ils ont donné à la Fed un certificat, que vous voyez ici au centre, d'accord? Ils ont donné un certificat d'or pour une valeur de à peu près 11 milliards de dollars. Mais 11 milliards de dollars de 1971, ça fait évidemment beaucoup plus de dollars aujourd'hui vu la dévaluation du dollar. Bon. Et ce qu'ils pourraient faire, c'est de dire à la Fed, écoutez, rendez-nous ce certificat à 42,22 et on vous le remplace par un certificat à 4100 $ l'once. Et donc, vous nous payez en monnaie sonnante et trébuchante, en faisant fonctionner votre petite planche à billets que vous aimez beaucoup, d'accord? Vous nous donnez 1061 milliards, c'est-à-dire la différence entre 1072 et 11 milliards. Et comme ça, nous avons 1061 milliards de plus, d'accord? Ce qui est important dans cette façon de procéder, c'est pas que ça ne va pas augmenter la masse monétaire. Évidemment que ça va augmenter la masse monétaire. Évidemment que ça va créer de l'inflation. Mais ce qui est important, c'est qu'il s'agit d'un échange et non pas d'une dette. Parce que c'est un peu comme si vous disiez à votre voisin, j'ai une montre d'une valeur de 5 000 €, tu me donnes 5 000 €, je te donne ma montre. D'accord? C'est exactement le même principe. Donc ça veut dire que sur ces 1072 milliards,
l'État américain ne payera absolument 0 centime d'intérêt. Donc, ça peut déjà commencer à travailler un petit peu sur diminution des intérêts américains, puisque c'était le gros problème que je vous ai dit, hein, c'est réduire les impôts, réduire la dette et réduire les intérêts. Donc ça pourrait être intéressant pour réduire les intérêts. Donc voilà une solution. La question devient évidemment, qu'est-ce qu'on va faire maintenant si on a ces 1071 ou 61 milliards de plus? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ça? Alors là, évidemment, je ne suis dans le secret de personne, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne fais pas partie du ministère des Finances américain, mais on peut quand même réfléchir un petit peu tout. Et donc on pourrait se dire, ben voilà, il pourrait rembourser de la dette pour 1061 milliards, ce serait pas mal. Oui, effectivement, mais 1061 milliards sur 37 milliards, on peut faire l'opération une fois. Après, il faut réattendre que l'or se révalorise, se revalorise, se revalorise. Pour pouvoir refaire l'opération, c'est du one shot, c'est pas quelque chose qui va durer longtemps. On pourrait utiliser les 1062 milliards ou 61 milliards pour payer un an d'intérêt sur la dette, puisque je vous ai dit que sur 37 000 milliards, aujourd'hui, les Américains doivent payer à peu près 1000 milliards d'intérêts sur cette dette. Ou, en fin de compte, et ça c'est pas très malin non plus, ou on va faire ce que Trump veut faire, c'est-à-dire financer du développement économique, c'est-à-dire permettre aux entreprises de payer moins d'impôts et remplacer ces impôts par ces 1061 milliards, de façon à pouvoir aider les entreprises à créer de l'emploi, qui eux-mêmes vont créer des salaires, qui vont créer des impôts, ce qui va, en fin de compte, permettre de financer la dette ou, à tout cas, peut-être même un peu de la réduire. Quelles solutions ils vont prendre? Très honnêtement, moi, pas savoir. Donc, je suis incapable de vous le dire, mais c'est quelque chose qui est dans l'ordre des jours. Alors, une autre possibilité pour l'État américain, c'est de faire une énorme revalorisation de l'or. Au lieu de dire, eh bien, on va prendre une valeur de 4100 $ l'once, comme c'est aujourd'hui le prix du marché, on va carrément exploser le prix du marché, on va en faire, par exemple, hein, c'est juste un exemple que je vous donne ici, on va valoriser à 15 000 $ l'once. Ben, si on valorise à 15 000 $ l'once, eh bien, ça veut dire que ces 15 000 $, ça vaut 3 922 milliards. Ça, ce serait pas mal, parce que ça représente 10% de la dette US, et surtout, ça permettrait de redynamiser l'économie américaine de façon très importante. Sauf que, bien évidemment, pour redynamiser, c'est bien de diminuer les impôts, mais il faut aussi faire revenir les entreprises. Et donc, ça pourrait donner des incitations énormes financières aux entreprises américaines de retourner sur le sol américain. Il n'empêche que un avantage de ce système-là pourrait être de donner un énorme coup de poignard dans le dos de la Fed, parce que ça veut dire à la Fed, écoutez, nous, on est en train de réévaluer l'or, on n'a plus besoin de vous en tant que fournisseur de dette avec des intérêts, mais on peut vous permettre de continuer à travailler avec la planche à billets, et vous auriez un beau petit certificat que, bon, voilà, c'est très bien, mais voilà à quoi vous servez. Le gros problème d'une révalorisation à 15 000 $ l'once, 10 000 $ l'once, 20 000 $ l'once, peu importe, c'est que, en réalité, cela cache une dévaluation cachée du dollar. Pourquoi? Tout simplement parce que avec 15 000 $ l'once, il faut presque 4 fois plus de dollars pour acheter une once d'or. Aujourd'hui, il faut 4 100 $ pour acheter une once d'or. Là, il faudrait maintenant 15 000 $ pour acheter une once d'or. Et donc, dévaluer le dollar, c'est évidemment quelque chose de très, très, très dommageable pour le statut de réserve de valeur du dollar. Parce que tous les autres pays vont dire, mais attendez, on commence à payer avec de l'argent qui vaut à peu près autant que du papier WC, ça ne nous intéresse plus. Donc ça veut dire que si le statut de monnaie de réserve du dollar disparaît, ça veut dire que la puissance de contrôle des Américains sur le monde disparaît aussi. Donc, une arme très 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 dangereuse, mais potentielle.
Il n'empêche que le problème de la dette américaine est tellement gigantesque que tout le monde est bien d'accord pour dire que la question n'est plus est-ce que l'or va ou non être revalorisé. C'est clair qu'il va être revalorisé, mais on ne sait pas à quelle hauteur. Et donc la question est de savoir est-ce qu'ils vont plutôt faire de la manipulation contraire du marché, ce qu'ils ont fait maintenant. Il ne faut jamais oublier que si l'or aujourd'hui est à 4100 $ l'once, il devrait en réalité déjà être à plus de 10 000 $ l'once. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont créé les fameux ETF, c'est-à-dire l'or papier. Et l'or papier, ils ont pratiqué évidemment le même système de fractionnement comme ils utilisent avec les crédits et avec les dépôts des clients. C'est-à-dire qu'ils ont loué l'or, enfin les banques centrales ont loué l'or de multiples fois. Le même kilo d'or a été loué de multiples fois à différentes sociétés qui ont émis des ETF. Et donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup plus d'or papier qu'il n'en existe en réalité dans le monde. À peu près 300 à 400 fois plus d'or papier qu'il n'en existe réellement dans le monde. Donc, c'est vous dire qu'on est dans un système de Ponzi complètement hallucinant, mais légal cette fois-ci. C'est curieux, hein. Bon, Ponzi est illégal, mais l'État peut le faire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on élimine l'or papier, l'or va se revaloriser. Et pourquoi pensez-vous que la Russie vient de créer à Saint-Pétersbourg une bourse de l'or qui ne cote que l'or physique et refuse de coter l'or papier? C'est évidemment pour que l'or physique remonte, que les réserves d'or de la Russie et de la Chine deviennent de plus en plus importantes et qu'à ce moment-là, leur monnaie soit beaucoup plus crédible et beaucoup plus, comment dirais-je, acceptée comme monnaie internationale de réserve que le dollar. On est dans cette guerre monétaire, je vous jure qu'on est dans une guerre monétaire, vous ne vous rendez pas compte, parce que tout ça, c'est des choses, des petits trucs qui... La presse n'en parle pas, on ne fait pas des liens entre toutes sortes de choses, mais si on regarde un petit peu les liens qu'il y a entre tous ces événements, on se dit, bon Dieu, on est en train de faire une sacrée guerre monétaire aujourd'hui. Et donc, oui, l'or va devoir être réévalué à cause de la dette américaine. On ne sait pas à quelle hauteur, on ne sait pas quand, ça je suis incapable de vous le dire, mais que ça va se passer, c'est absolument ou virtuellement certain. Je ne peux pas dire absolument certain parce que je ne peux pas donner une garantie, mais c'est virtuellement certain. Voilà. Ceci pour l'or. Donc attention, ce que je tiens à dire, c'est que la réévaluation de l'or, n'est pas encore faite. C'est quelque chose qui est dans les cartons de Donald Trump, mais ce n'est pas encore fait. Mais je vous explique simplement quel serait le principe s'il y a réévaluation de l'or. Deuxième chose que Trump a dans son carton, ou dans ses cartons, c'est la création d'une réserve de Bitcoin. Donc le 6 mars 2025, c'est ce que vous voyez ici, voilà, le 6 mars 2025, M. Trump a signé un ordre exécutif qui établit une réserve stratégique de Bitcoin. D'où viennent ces Bitcoins? Eh bien, ce sont des Bitcoins confisqués à des truands qui ont truandé énormément de gens, qui ont réussi à récupérer beaucoup de Bitcoins, mais ils se sont fait prendre. Et d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment les États-Unis ont fait, mais ils ont réussi à le faire en tout cas. Et donc, ils ont récupéré pas mal de Bitcoins qu'ils ont mis dans un fonds de réserve. Et ils sont bien d'accord pour dire qu'ils ne vont absolument pas vendre ce fonds de réserve, mais même mieux, tous les États qui possèdent des bitcoins, enfin toutes les autorités officielles américaines qui possèdent des bitcoins, sont priées de mettre tous ces bitcoins dans un fonds de réserve national qui aujourd'hui représente 198 012, on le voit ici, juste au-dessus de la flèche, 198 012 bitcoins, ce qui, à la valeur du bitcoin aujourd'hui, représenterait environ 23,6 milliards de dollars. Alors, c'est pas énorme, ces 23,6 milliards, comparé à une dette de 37 000 milliards, c'est pas ça qui va changer grand-chose, mais psychologiquement, c'est important parce que ça veut dire que l'État américain est en train de dire on est en train de considérer que le Bitcoin pourrait être une alternative à l'or. Alors on va voir que ça ferait
que le public et le marché n'a absolument pas réagi de cette façon-là. On va le voir tout de suite et vous comprendrez tout de suite pourquoi. Voilà. Donc, une réserve de Bitcoin. Si cette réserve est établie, il peut faire exactement le même coup qu'avec l'or, c'est-à-dire qu'ils vont donner à la Fed un certificat. Voilà, on vous donne un certificat pour une contre-valeur de 23,6 milliards de dollars en Bitcoin, et vous nous donnez 23,6 milliards de dollars sans intérêt, puisque ce n'est pas une dette, on vous donne une garantie à la place, donc on n'a pas d'intérêt à payer. C'est ce que les Américains appellent un IOU, tous les Américains connaissent le terme IOU, qui est au fait la contraction d'une phrase anglaise qui dit I owe you. To owe, ça veut dire je vous dois quelque chose, c'est devoir. Donc I owe you, ça veut dire je vous dois. Et donc c'est très simple, je vous dois 23,6 milliards et en contrepartie, je vous donne ce bout de papier qui s'appelle un certificat Bitcoin. Donc ça pourrait aussi alimenter la caisse de l'État pour réduire les impôts des entreprises et financer des programmes de développement économique. La question c'est, que deviennent ces certificats ? Eh bien, évidemment, l'État promet, à travers le discours de Trump, donc c'est son ordre, son executive order, il dit nous n'allons jamais vendre ni l'or ni les bitcoins. Tout simplement, pourquoi ? Parce que ils se rendent bien compte que même le dollar a besoin d'avoir une réserve de valeur crédible et surtout tangible, parce que le dollar, c'est jamais que du papier WC, et donc ils veulent adosser le dollar à quelque chose de tangible pour évidemment renforcer la confiance des détenteurs du dollar et continuer à utiliser le dollar comme monnaie de réserve internationale et surtout comme outil stratégique, parce que vous comprenez bien que le dollar est un outil stratégique majeur. Bien. Alors, ça c'est pour ce qui concerne les choses. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si l'or et les bitcoins haussent de prix ? Donc, s'ils haussent de prix, ça veut dire que la valeur du certificat ici augmente, et que donc, par conséquent, à terme, le gouvernement pourrait demander plus de dollars à la Fed contre de nouveaux certificats revalorisés. Donc ça, c'est pas tellement difficile à comprendre, c'est juste la valeur du certificat augmente, donc on peut recevoir plus de dollars. L'autre question, c'est qu'est-ce qui se passe si l'or et les bitcoins baissent de prix ? Parce que le bitcoin, vous savez comme moi, ça fait des yo-yo, quelque chose de pas possible. Donc dire, je vous donne un certificat de 23, ou 32,6 milliards de dollars ou 23,6 milliards de dollars, c'est bien, mais c'est la valeur à un moment T qui peut changer du tout au tout et très rapidement. On l'a vu vendredi dernier. Donc, Vénian, si l'or et les bitcoins baissent, eh bien, il faut comprendre que ces certificats, c'est quelque chose qui est ce qu'on appelle un passif de la Banque nationale, donc de la Fed. Si le côté passif baisse, il faut que le côté actif baisse. Et parce que les actifs et les passifs, on a vu ça dans le schéma comptable simplifié, ces deux doivent être absolument égaux. Le passif doit être égal à l'actif. Donc, si le bilan de la Fed se dégrade à cause du fait que les certificats et la valeur du certificat réel diminuent, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire, mais attendez, nous ne sommes plus d'accord de continuer à vous donner de l'argent sans intérêt, donc on va transformer une partie des 1071 milliards qu'on vous a donnés en dette, ça va augmenter la dette, et en plus, vous allez devoir payer des intérêts canons, parce que, entre-temps, moi, c'est mon bilan qui est en train de trinquer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ça va créer une énorme crise de confiance, parce que si la Fed, déjà, doit dire aux États-Unis, nous sommes obligés de vous considérer comme un mauvais payeur, et donc, ou un mauvais débiteur, donc par conséquent, on va augmenter les taux d'intérêt, vous vous rendez bien compte de l'effet dévastateur que ça aura dans le monde entier par rapport au dollar. Donc, c'est tout à fait évident que jouer avec ces certificats, c'est peut-être intéressant,
mais c'est vachement dangereux en cas de baisse de la valeur des certificats. D'accord? J'espère que ça, c'est compris. J'espère que j'ai bien expliqué. Bon. Reste donc le troisième acte, ou la troisième possibilité, qui est le fameux Genius Act qui a été signé le 18 juillet 2025 par M. Donald Trump. Et donc, ce Genius Act, c'est l'acte de génie, d'accord? C'est quoi? Alors, je vous ai expliqué dans un live précédent que les Américains émettent de la dette sous forme d'obligations, et que ces obligations, ça porte 3 noms différents d'après la maturité. C'est-à-dire que les maturités courtes, c'est les T-bills, les Treasury bills, ont des maturités de 1 an. Qu'est-ce que ça veut dire la maturité? Ça veut dire que l'État prend un emprunt chez vous et s'oblige à vous rembourser dans l'année, ou au maximum 2 ans. Mais c'est plus généralement 1 an, voire quelques semaines. Ça peut être 1 semaine, 15 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an. Donc voilà. Et évidemment, d'après la durée et le risque calculé, eh bien, les intérêts bougent en fonction. Donc dans les T-bills, vous avez tous les intérêts possibles et imaginables, mais tout ça, ça avoisine aux alentours de 4% en moyenne. Et puis, vous avez des obligations à moyen terme entre 5 et 15-20 ans, d'accord? Et puis, vous avez des obligations à très longue durée, à 30 ans, 20 à 30 ans, qu'on appelle les T-bonds. Donc, il y a les T-bills, c'est les courts termes, les T-notes, qui sont les moyens termes, et les T-bonds, qui sont les longs termes. Qu'est-ce qu'on constate depuis le Genius Act? C'est que les Américains sont en train de rembourser des obligations de très long terme qui viennent à maturité cette année-ci, eh bien, ils ne remplacent pas ça par des obligations à très long terme, ils remplacent ça par des obligations à très court terme. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont créé le Genius Act. Et qu'est-ce que c'est que ce Genius Act? Fondamentalement, c'est ceci. Le ministère des Finances, le Treasury, d'accord, que vous voyez ici en haut à gauche de votre écran, émet des bons du Trésor. Voilà, ça, ce papier-là, c'est un ancien bon du Trésor, puisqu'évidemment, aujourd'hui, tout ça, c'est électronique. Mais il émet des bons du Trésor. Et ces bons du Trésor sont achetés par des banques privées aux États-Unis. Des banques, des sociétés d'assurance, etc. Enfin, des sociétés qui doivent être agréées par le OCC, Office of the Comptroller of the Currency, c'est-à-dire le contrôleur de la monnaie américaine. Et contre l'achat de ces T-bills, ces banques peuvent émettre des dollars digitaux. Je dis bien des dollars digitaux. Ça s'appelle des USDT ou des USDC, qu'on appelle des stable coins, c'est-à-dire un coin stable, c'est-à-dire que sa valeur est stable parce que sa valeur est adossée à 100% à quelque chose dit de tangible. Et ici, c'est soit du dollar en cash, soit c'est des T-bills, c'est-à-dire des obligations à court terme. Donc, on voit ici, je l'ai mis en américain parce que je n'ai pas trouvé la même chose en français, d'accord, c'est only federally insured banks or non-bank firms, donc seulement des banques ou des sociétés non bancaires qui sont assurées ou certifiées fédéralement et approuvées par le OCC peuvent émettre des stablecoins de paiement, donc ce sont des outils de paiement que vous pouvez utiliser dans les magasins, etc., enfin qu'on va pouvoir utiliser dans les magasins, mais c'est bon, à peu près la première chose, la première fois qu'on voit... Pardon. Bonjour Antoine. C'est à peu près la première fois qu'on voit que des coins vont pouvoir être utilisés officiellement dans des commerces, etc. Mais ces stablecoins doivent être adossés un pour un par des avoirs de haute qualité et liquide en une réserve agrégée, c'est-à-dire en réserve bien compacte, et qui doivent être audités mensuellement par des contrôleurs officiels. Donc, c'est pour donner évidemment un semblant de sécurité au stablecoin. Donc ça, c'est le principe. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Eh bien, et c'est ça le génie de la solution,
c'est que les T-bills, donc les obligations à court terme, rapportent en moyenne entre 4 et 5%. Alors que vont faire les banques pour vendre leurs dollars digitaux qui sont en même temps des moyens de paiement? Eh bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre un T-bill qui rapporte par exemple du 5%, ils vont garder 2 à 3% pour elles-mêmes, parce que ça leur permet de financer leurs frais, et de verser le solde des intérêts aux détenteurs de stablecoins. Qu'est-ce que ça a eu comme effet? Et l'effet a été absolument incroyable. Le stablecoin va être placé dans le monde entier et surtout dans les pays à forte inflation interne. Aujourd'hui, il y a approximativement un petit 150 milliards de stablecoins qui sont déjà dans 3 pays, à savoir le Brésil, l'Argentine et l'Éthiopie, qui sont des pays à très très haute inflation, aussi la Turquie, qui commence à utiliser les stablecoins. Et de cette façon-là, les USA exportent leurs dettes. Pourquoi est-ce que ces pays veulent utiliser le stablecoin? Tout simplement parce que leur monnaie est en chute libre, la valeur marchande, donc le pouvoir d'achat de leur monnaie est en chute libre. Le stablecoin, c'est du dollar, donc ça, à la valeur du dollar, ça chute aussi, mais nettement moins que leur monnaie. Mais en plus, quand j'achète du stablecoin, je touche peut-être du 1 ou du 2% d'intérêt. C'est la première fois que vous avez de l'intérêt sur votre monnaie. Imaginez que vous ayez un billet de, je sais pas moi, de 20 dollars dans votre poche et que ces 20 dollars vous rapportent du 2%. C'est quand même absolument incroyable. Eh bien, c'est très simple. Le stablecoin est sorti en juillet de cette année-ci. Il y avait déjà approximativement pour 200 milliards de stablecoins en circulation, mais maintenant ils doivent être adossés à des avoirs tels que les T-bills. Ils sont passés à 250 milliards en juillet 2025. Aujourd'hui, c'est plus de 300 milliards de dollars, de dollars qui sont en stablecoin, mais surtout, le taux de progression d'émission de ces stablecoins est de l'ordre de 10 à 15% par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la vitesse à laquelle ces crypto-monnaies vont commencer à se diffuser dans le monde. Et de cette façon-là, les Américains peuvent véritablement exporter leurs dettes. D'accord? Puisque je rappelle que quand on achète du stablecoin, fondamentalement, on achète un T-bill, on achète une dette à court terme américaine. Alors, toutes ces solutions, c'est très joli. Ça permet à Donald Trump de continuer à financer les dépenses américaines, mais ça ne résout pas le problème fondamental qui est la dette elle-même, évidemment. Et il faut bien comprendre que la dette ne pourra diminuer que si la croissance du produit intérieur brut américain, hors inflation, dépasse celle du budget de l'État. Sinon, l'État continuera à creuser des trous. Or, vous savez comme moi qu'on a un très très gros problème, puisqu'aujourd'hui on est à shutdown. Et pourquoi est-ce qu'on a un shutdown? Parce qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur le plafond de la dette. Le plafond de la dette est tellement énorme que les Américains n'en veulent plus. Et donc le système est complètement coincé pour l'instant. Donc la dette américaine est une bombe à retardement monumentale qui risque de nous péter à la gueule, je ne sais pas quand, mais assez rapidement. Bon, donc ceci étant dit, les Américains sont donc sur le fil de rasoir. Le stablecoin, c'est parti, c'est lancé, c'est fini. La réserve de Bitcoin s'est lancée, mais c'est totalement anecdotique avec 23 milliards sur 37 milliards de dollars. C'est véritablement anecdotique, c'est juste pour faire comprendre que les Américains, le pays américain est en train de verser dans la crypto-monnaie. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Donald Trump a acheté des bitcoins personnellement et que ses fils ont investi dans une usine de minage de bitcoin pour justement lancer cet engouement vers la crypto-monnaie aux États-Unis. Mais c'est du symbole, hein, c'est pas véritablement c'est du symbole stratégique. Voilà, on va le dire comme ça. Donc, s'il réévalue l'or très très fort, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va générer une inflation beaucoup plus grande encore, et donc la Fed va devoir remonter les taux d'intérêt, et ça va casser complètement l'effort que fait Donald Trump pour relancer l'économie. Je vous rappelle aussi que l'intérêt, le taux d'intérêt de base,
c'est ce qui règle la respiration économique. Hein. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus l'économie ralentit, plus le taux est bas, plus l'économie peut redémarrer. Mais donc, l'ennemi, c'est l'inflation. Plus il y a d'inflation, plus on va vers des taux hauts. Et c'est exactement ce que Donald Trump ne veut pas. Donc, si on permet l'inflation, ben, ça va créer une dévaluation de fait du dollar, mais peut-être, surtout si on fait une réévaluation très importante, ça permettra de rembourser une partie de la dette, peut-être, ou en tout cas de relancer l'économie de façon beaucoup plus dynamique que Donald Trump ne peut le faire aujourd'hui. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est on ne fait pas de réévaluation du stock d'or. Alors à ce moment-là, ben, c'est très simple. On est condamné, enfin les États-Unis sont condamnés à ne compter que sur les stablecoins pour continuer à financer leur dette, mais par contre, ça va sauver temporairement le dollar en tant que monnaie de réserve, mais la dette va continuer à exploser de façon épouvantable, les intérêts aussi. Et donc, vous comprenez, aujourd'hui, c'est très simple. Hein, moi, je perçois Donald Trump devant choisir entre la peste et le choléra, quoi. C'est véritablement dans cette situation-là qu'il se trouve. Et donc, j'ai beaucoup d'admiration parce qu'il a un plan, il exécute son plan, il va aller jusqu'au bout, il a peut-être des solutions de réserve que je ne connais pas, mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'il fait a l'air de tenir la route, mais ça doit durer un certain temps parce qu'une économie, ça ne se redresse pas en un jour. Il ne faut pas croire que c'est comme ça. Ah, on change de président, donc l'économie va aller mieux. Non, pas du tout. Par contre, là, j'extrapole moi-même, ou j'interprète moi-même, c'est que si il réussit à mettre la paix dans le monde partout, eh bien peut-être qu'il pourra introduire Gesara Nessara avec le Quantum Financial System, et là, ce serait quelque chose de complètement différent. Mais pour l'instant, je n'en ai pas d'indication, donc je continue à raisonner avec le système de raisonnement d'avant Gesara Nessara. Voilà. Alors, évidemment, quelles sont les réactions internationales par rapport à tout ça? Eh bien, le 6 septembre 2025 à Saint-Pétersbourg, le conseiller principal financier de M. Poutine a fait une conférence tout à fait remarquée lors ça s'appelait le Eastern Economic Forum, d'accord? Il a fait un truc très remarqué en disant, ben voilà, on a parfaitement compris le plan des Américains. Ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent mettre la totalité de leur dette en stablecoin. Donc ils vont créer 37 000 milliards de stablecoins à la longue. Ils vont placer toute cette dette-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont dévaluer le stablecoin et ils vont rembourser le monde avec 37 000 milliards dévalués. Alors, pour expliquer ça, j'arrive tout de suite. Je vais aller chercher quelque chose. Voilà. Imaginez que ce billet de 50 € ici. Ces 50 €, ça représente la totalité des dollars américains dans le monde entier. Et qu'avec ces 50 €, je peux acheter tous les biens et services, en fait, ça finance tous les biens et services qui sont produits dans le monde et qui sont financés en dollars. Donc ça, c'est la masse monétaire en dollars d'aujourd'hui. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais créer 37 000 milliards de stablecoins. Je rappelle qu'il y a 37 000 milliards déjà dans l'économie aujourd'hui, puisque les biens et les services existent. D'accord? Où est-ce que j'en étais là? Voilà. Donc, si je crée 37 000 milliards de dollars en plus, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ajoute un billet de 50. J'ajoute 37 000 milliards à l'argent qui existe déjà. Mais est-ce que ça fait doubler le nombre de produits et services qui sont financés par ces dollars? Non, pas du tout. Je ne fais que doubler la masse monétaire. Donc, qu'est-ce que je fais de cette façon-là? Eh bien, je crée un dollar qui ne vaut plus que la moitié de ce qu'il vaut aujourd'hui. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est ça que le Russe dit. Eh bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donner un billet en disant, voilà, on a remboursé notre dette, mais entre-temps, on a toujours ça. Et donc, c'est une dévaluation. C'est exactement ce que c'est ça, une dévaluation.
ils vont dévaluer le dollar, et nous, on va être payé avec des ronds de carottes. Et donc, je ne veux pas ça. Je ne veux pas avoir un monde entier qui détient des stablecoins et qui va payer la note. Et donc, ce discours a eu énormément d'impact dans le monde. Je vous jure que c'est vrai, c'est énormément d'impact. Bien évidemment, il n'y a pas un journal, ni une télévision en France, ni en Belgique qui en a pipé mot, hein, on est bien d'accord. Mais il n'empêche qu'il l'a fait. Et là, ça a eu beaucoup d'impact, à telle enseigne que 2 jours plus tard, la Chine, qui produit 60% des terres rares et raffine 90% des terres rares du monde, d'accord, impose depuis lors un contrôle strict sur l'exportation des terres rares. Alors, qu'est-ce que ça avait à faire avec le dollar? Eh bien, je vais vous dire, c'est très très important. Pourquoi? Parce que les terres rares, c'est la matière première des secteurs de pointe. Il y a des terres rares dans toutes les puces électroniques. Essayez aujourd'hui de trouver un produit qui n'a plus une puce électronique. Vous avez des puces électroniques dans votre téléphone, dans votre ordinateur, dans votre bagnole, même dans les vélos électriques, dans votre four, dans votre micro-ondes. Partout, il y a des puces électroniques. Les bagnoles, les trains, tout ce que vous voulez, les satellites, etc. etc. Et donc, toutes les grandes entreprises, celles qui tirent le marché américain vers le haut, les fameux Magnificent Seven, ne sont que des entreprises technologiques qui utilisent des puces électroniques. Or, si 90% des terres rares sont bloquées par la Chine, eh bien c'est très simple, il n'y a plus une seule puce électronique qui est fabriquée dans le monde occidental. C'est aussi simple que ça. Et donc, par conséquent, ça bloque strictement toute l'économie. Vous n'imaginez pas l'importance stratégique des terres rares. Alors, qu'est-ce que c'est que ces terres rares? Ce sont 17 métaux que vous trouvez dans la table de Mendeleïev, d'accord? Ce sont 17 avec des noms absolument épouvantables. Et pourquoi est-ce qu'ils sont rares? Non pas parce qu'ils sont rares sur Terre, il y en a strictement partout, mais par contre, il y en a énormément, mais par contre, ça ne se trouve jamais à l'état pur dans la nature, c'est toujours mélangé à de la terre, des rochers et d'autres métaux, et donc les processus de raffinage sont colossaux, sont incroyablement chers et sont incroyablement polluants. Et donc, pour pouvoir démarrer une mine d'exploitation des terres rares, eh bien, il faut compter entre 10 et 20 ans avant d'avoir des autorisations pour pouvoir le faire. Donc, vous comprenez bien que bloquer les terres rares par la Chine, ça a été un coup de massue sur l'économie américaine, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que toute notre économie travaille aussi avec des puces, quoi. Il n'y a rien à faire. Vous voyez une société qui fabrique des automobiles avec des robots, ben, c'est bourré de puces. Hein. Bon, voilà. Donc, ça a entraîné une guerre commerciale énorme, puisque quand la Chine a, suite à ce discours, a envoyé la note en disant on bloque l'exportation, ou en tout cas on contrôle strictement l'exportation, eh bien Trump a réagi brutalement en disant droit de douane de 100% contre la Chine, qui s'additionne aux 30% de droits de douane qu'il y a déjà. Donc 130% de droits de douane. Bon, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Trump, vendredi dernier, il n'avait pas encore fini sa phrase de dire 100% droits de douane à partir du 1er novembre, toutes les crypto-monnaies se sont cassées la gueule. Toutes les crypto-monnaies se sont cassées la gueule. Le Bitcoin a baissé de plus de 20%, a perdu 20 milliards de dollars de capitalisation, et tous les autres crypto-monnaies ensemble ont perdu 430 milliards de dollars de valorisation. Pourquoi? Chers mesdames et messieurs, c'est très simple. Il n'y a aucune crypto-monnaie qui peut fonctionner sans puce. Les puces électroniques, c'est le sang de la crypto-monnaie, parce que la crypto-monnaie fonctionne sur du bitcoin. Le bitcoin, c'est de l'informatique, et de l'informatique, c'est des puces électroniques. C'est aussi simple que ça. Et donc, résultat des courses, créer un fonds de réserve en bitcoin et en crypto-monnaie pour les États-Unis, c'est pas nécessairement une très bonne chose. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'électronique, et si l'électronique peut être bloquée par quelque chose, ça veut dire que le bitcoin n'est pas une valeur en soi, c'est une valeur qui dépend de quelque chose. Et l'or, dans tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? L'or, la valeur de l'or ne dépend de rien. L'or a de la valeur telle qu'elle. L'or a pris 1%.
vendredi dernier. Donc, c'est très clair. Vous comprenez bien pourquoi je ne suis absolument pas comment dirais-je, un fan des crypto-monnaies, parce que la crypto-monnaie, c'est du vent électronique, ce n'est pas quelque chose de tangible. C'est aussi simple que ça. Et donc, je ne sais pas si le plan de Trump va marcher au niveau de sa réserve de Bitcoin. Je rappelle que c'est anecdotique, mais en termes de symbole, ça dit quelque chose. Donc la question est, quel est l'avenir pour le dollar et quel est l'avenir pour l'économie américaine? C'est clair que si l'histoire des stablecoins marche bien en termes de monnaie d'échange, de monnaie de paiement, les stablecoins répondent parfaitement à cette fonction. C'est beaucoup plus rapide que des billets. Le paiement est instantané. En une fraction de seconde, vous êtes payé. Il n'y a plus de délai de paiement. Il n'y a plus aucun contrôle. Il n'y a plus besoin de banque. C'est extraordinaire comme solution. Par contre, par rapport aux deux autres fonctions, qui est de définir un prix et d'être une monnaie de réserve, c'est très très nettement moins le cas, parce que évidemment le dollar dépend de cette foutue dette. Et je rappelle quand même une chose, ce n'est certainement pas le président Trump qui est responsable de la dette, même s'il l'a contribué lors de son premier mandat. Mais je peux vous assurer que tous les autres présidents américains ont créé de la dette bien plus que lui. Bon. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on assiste? On assiste à une dédollarisation accélérée et une hausse du prix de l'or de 1% par jour aujourd'hui, depuis les temps fous. C'est pour ça que j'ai commencé mon discours avec le prix de l'or aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Très honnêtement, je ne sais pas. Je sais seulement une chose, c'est que les crypto-monnaies ont montré vendredi leur incapacité à être une réserve de valeur tangible sans avoir l'apport de l'informatique derrière. Donc ce n'est pas une valeur vraiment comme ça, intrinsèque. C'est une valeur qui dépend de quelque chose. Tandis que l'or, c'est une valeur sûre. Et c'est pour ça que l'or va continuer à monter. Les plus pessimistes sont déjà en train de dire aujourd'hui, même la Bank of America vient de dire, nous estimons que l'or va atteindre 6 000 $ d'ici la fin de l'année 2025. Donc c'est vous dire, vous comprenez pourquoi on est tout le temps en train de vous pousser à dire, mais quittez les banques, mettez ça dans quelque chose qui a vraiment de la valeur. Aujourd'hui, je vous déconseille fortement, même si on voit que le Bitcoin est en train de monter, ça va cracher un jour ou l'autre, tandis que l'or, ça ne crachera jamais. Voilà ce que je voulais vous dire, chers mesdames et messieurs. Je vous remercie infiniment de m'avoir permis de faire ce discours. J'ai parlé un peu plus longtemps, mais je suis vraiment désolé pour le démarrage. Je ne sais pas pourquoi mon ordinateur a planté comme ça. Mais donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous avec le sourire le 29 octobre prochain pour le Echo de l'Alliance Echo numéro 47. Et entre-temps, Antoine, si tu as envie de faire un petit mot, eh bien, tu es le bienvenu puisque tu es là, mon ami. Ah, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Antoine. Voilà. Non, j'étais en train de bosser, j'écoutais en même temps, tu vois. Et bon, j'ai vu que tu avais des problèmes, malheureusement, j'étais en réunion. J'ai pas vu ça tout de suite. Donc, c'est pas grave. Ce n'est pas StreamYard qui était un problème, c'est mon ordi qui a planté. Je veux beau toucher, il n'y a plus rien qui bougeait, quoi. J'ai dû forcer éteindre mon ordinateur. Redémarrage. Voilà, je suis désolé. Voilà. Ça arrive, hein, ça arrive. On est tous tributaires de l'informatique et donc de la technique, de l'électricité, et puis voilà, donc ça arrive. Malheureusement. Voilà. Bonne émission. Merci beaucoup, mon François. À bientôt à tous et bonne soirée encore. Donc je ne vais pas mettre de la musique parce qu'on va terminer tout de suite. Ciao, ciao. Allez, bisous. Ciao. Au revoir.